grâce à Dieu, non seulement il a survécu, mais Hachem lui a donné une très grande descendance, Birinra. Donc, c'était une expérience tout à fait remarquable pour nous que de voir comment le peuple juif en Israël, en Eretz Israël, avait inventé cette forme de transmission de la mémoire. Et de fait, euh, alors que pour la plupart d'entre nous, la mémoire est encore quelque chose de tout à fait naturel. Moi, j'appartiens à la génération qui est née juste après la guerre, juste après la Shoah. J'appartiens donc à une génération qui a sans cesse entendu parler de la Shoah. On ne pouvait pas ne pas en entendre parler dans notre milieu familial. Donc, nous avons tout appris véritablement par tradition orale. Il y a aussi beaucoup de livres qui ont été écrits par les survivants, beaucoup de films qui ont été réalisés à partir des témoignages des survivants, beaucoup de vidéos qui ont été réalisées également dans le même esprit. Et je crois que après la toute première génération des enfants, il y a eu au moins 2 ou 3 générations au sein des communautés juives, au sein de notre peuple, qui a eu un contact direct avec l'événement et avec ceux qui ont vécu cet événement. Mais il est vrai que maintenant, nous sommes en train de nous diriger vers un monde différent. Nous sommes entrés dans un siècle différent. Il y aura de moins en moins de témoins oculaires de la Shoah. Il y aura fatalement, au bout d'un certain temps, de moins en moins d'enfants des témoins oculaires. Il est donc très important, je crois, que les témoignages puissent être néanmoins transmis, que la chaîne de la mémoire ne soit pas brisée. Encore une fois, on ne peut qu'être frappé par le génie particulier du peuple juif. Certains diront l'inspiration particulière qu'a reçue le peuple juif et qui l'a amené à inventer cette forme de transmission qu'on appelle Zikaron Bassalon. Je suis né à Paris en 1948. Mes parents étaient originaires de Pologne. Ils étaient venus en France avant la Deuxième Guerre mondiale. Chacun avait eu une première famille avant la guerre et chacun avait perdu qui un conjoint, qui l'ensemble de sa première famille. En ce qui concerne mon père a perdu sa première épouse et un petit garçon qui était âgé de 9 ans lors de la rafle du Veldiv. Ni sa première épouse, ni cet enfant ne sont revenus. Vous savez sans doute que les nazis, les Allemands avaient ceci de diabolique qu'ils tenaient une comptabilité précise des transports, comme ils disaient, c'est-à-dire des convois de déportés qui s'acheminaient à Auschwitz. Et il y avait même une comptabilité précise des personnes qui entraient dans le camp, qui étaient sélectionnées pour le camp. Donc nous savons beaucoup de choses de manière précise sur le moment où des Juifs ont été assassinés à Auschwitz ou bien encore le moment où des Juifs ont été admis, si l'on peut employer ce terme, ont été dirigés vers le camp d'esclavage d'Auschwitz. Le cas échéant, il y a même la date de décès de ceux qui étaient entrés dans le camp et qui ont décédé
alors qu'ils étaient dans le camp. Donc nous savons exactement quand mon frère, ce petit garçon de 9 ans qui a 9 ans pour l'éternité, qui est mon frère aîné, mais qui est cependant resté le petit enfant qu'il était au moment où il a été assassiné. Nous savons exactement donc quand il a été arrêté à Paris lors de la rafle du Veldiv. Voici mon frère Charles, Nathan Charles Gurfinkiel. Vous voyez que c'est un très joli petit garçon, un petit garçon des années 30. Et je crois qu'il y a quelque chose de très lumineux dans ce regard. J'ai écrit dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années que la photo de mon frère, qui était autrefois dans l'atelier de mon père, est aujourd'hui sur mon bureau. C'est la réalité. J'ai toujours cette photo sous les yeux quand je travaille. Mon père, lui, a été sélectionné pour le travail et il a passé près de 3 ans à Auschwitz et ensuite 5 mois dans un autre camp, le camp d'Ebensee en Autriche. Vous savez peut-être que vers le début de 1945, en janvier 1945, alors que l'armée rouge se rapprochait de la Silésie où se trouvait Auschwitz, les Allemands ont précipitamment évacué le plus grand nombre de déportés d'Auschwitz. Ils les ont contraints à faire un périple à travers l'Europe centrale en plein hiver, et l'hiver en ce temps-là était véritablement l'hiver par un froid glacial sous la neige. Ce périple, ce déplacement, cette évacuation est connu sous le nom de marche de la mort parce qu'on estime qu'approximativement 90% des déportés qui ont été évacués d'Auschwitz ne sont jamais arrivés dans un autre camp. En ce qui concerne mon père, mystérieusement, c'est un des miracles nombreux qui l'ont accompagné, qui lui ont permis de survivre. Mon père s'est retrouvé donc dans un autre camp en Autriche, Ebensee. En fait, c'était une sorte de caverne creusée dans la montagne autrichienne de manière à être indétectable par l'aviation alliée. Et dans cette caverne géante, il y avait une usine qui fabriquait des moteurs pour les avions Messerschmitt. Les conditions étaient absolument abominables. Mon père m'a dit, et je sais que ce genre de propos peut étonner certaines personnes, mais il m'a dit que son expérience d'Ebensee avait été pire encore que ce qu'il avait pu vivre à Auschwitz. Finalement, mon père a été libéré du camp d'Ebensee le 6 mai 1945. Je voudrais qu'on médite sur cette date, le 6 mai 1945. Alors, vous savez qu'on célèbre la libération du camp d'Auschwitz, ou plus exactement l'arrivée des Soviétiques dans ce qui restait du camp d'Auschwitz en janvier, à la fin du mois de janvier 1945. Mais il faut savoir que les camps ont continué à exister dans toutes les zones tenues par les nazis jusqu'au mois de mai 1945. Le 6 mai 1945, c'était 2 jours seulement avant la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 6 mai, c'était une semaine après que Adolf Hitler, que son nom soit effacé, que Adolf Hitler se soit suicidé dans son bunker de Berlin. Eh bien, malgré tout, il y avait encore des camps qui fonctionnaient d'une façon ou d'une autre.
Et mon père n'a été libéré par les forces américaines que le 6 mai. En ce qui concerne ma mère, les choses se sont passées un petit peu autrement. Voici mon père lorsqu'il est revenu en France. Alors, je raconte simplement les choses comme elles me viennent à l'esprit. Il avait été transféré de France à Auschwitz, comme vous le savez, dans des wagons à bestiaux. Vous savez que c'était un voyage épouvantable de 3 jours, 3 nuits. Les hommes ou les femmes étaient entassés, ou les enfants étaient entassés sans lumière, sans espace pour s'asseoir convenablement, sans nourriture, sans eau. Beaucoup beaucoup de personnes en réalité mouraient pendant ce transfert. Quand mon père a été rapatrié en France, il a été rapatrié comme les quelques survivants dans des trains normaux, transformés en trains médicaux. Et il y avait des infirmières de la Croix-Rouge française qui, bien sûr, veillaient sur lui et veillaient sur les autres déportés qu'on rapatriait à Paris. Et arrivé à Paris, il a été logé comme tous les déportés qui revenaient des camps, dans un premier temps, à l'hôtel Lutetia, ce grand et bel hôtel de la rive gauche, qui avait été réquisitionné pendant toute l'occupation par les Allemands et qui, à la Libération, est devenu un centre d'hébergement et d'information pour les déportés qui rentraient des camps et pour les familles de déportés qui espéraient retrouver l'un des leurs et qui, le plus souvent, bien entendu, ne retrouvaient personne. En ce qui concerne ma mère, son premier mari avait été interné au camp de Pithiviers et 1 an plus tard, elle aurait normalement dû être une victime de la fameuse rafle du 16 juillet 1942, la fameuse rafle du Veldiv, puisque les personnes qui ont été arrêtées à ce moment-là et leurs familles ont été transférées, comme vous savez, au vélodrome d'hiver, où elles ont été détenues dans des conditions tout à fait inhumaines pendant plusieurs jours avant d'être transférées à Drancy ou à Pithiviers, et puis finalement, pour la plupart d'entre elles, déportées. Ce qui s'est passé, c'est une chose très simple. Un inspecteur de police est venu arrêter ma mère et ses 2 petits garçons qui, à l'époque, étaient âgés respectivement de 6 ans et 2 ans et demi. Et ma mère a essayé de faire appel à la pitié de cet inspecteur et surtout, elle lui a offert de l'argent, beaucoup d'argent, tout l'argent qu'elle avait sur elle. Et l'inspecteur l'a regardée, a pris la moitié de l'argent, lui a redonné l'autre moitié et lui a dit « Madame, je vais m'en aller, mais sachez que quelqu'un d'autre va venir très vite pour vous retrouver et pour vous emmener. Donc, cachez-vous. Si vous avez un endroit où vous cachez, cachez-vous immédiatement. Mettez-vous quelque part avec vos enfants et j'ai 2 conseils à vous donner. Le premier, c'est de vous méfier de vos voisins du premier étage. Et la deuxième chose, c'est si jamais vous devez sortir dans la rue, mettez un peu de rouge à lèvres, mais pas beaucoup, de manière à avoir l'air juste
d'une personne normale, une personne qu'on ne remarque pas. Et ma mère et ses deux petits garçons ne savaient pas quoi faire. Ma mère est montée chez un autre voisin, pas le voisin du premier étage, puisque l'inspecteur de police avait eu la bonté de lui révéler que probablement ce voisin avait dénoncé la famille à la police. Et non, elle est montée voir d'autres voisins, un couple de personnes âgées qui habitaient à l'étage au-dessus. Monsieur et Madame Robert, je rappelle leur nom. Il est tout à fait normal et nécessaire qu'on rappelle le nom des personnes qui ont contribué à sauver quelques juifs dans cette époque terrible. Et le couple Robert a dit « Entrez, simplement, la police va certainement venir très vite. Quand la police va venir, quand nous allons entendre quelqu'un, cachez-vous sous le lit. Et sous le lit, il ne faut rien entendre. Vous entendez, les enfants, il ne faut que rien entendre. Pas un mot, pas un pleur, pas un cri. Il ne faut absolument pas que la police se rende compte qu'il y a quelqu'un de caché sous le lit. » Et effectivement, une demi-heure plus tard, d'autres inspecteurs de police sont arrivés. Ils ont frappé à la porte de monsieur et madame Robert. Donc ma mère et ses deux petits-enfants étaient cachés sous le lit du couple Robert. Et ma mère m'a raconté qu'elle tenait sa main sur la bouche de son plus jeune garçon, un enfant de 2 ans et demi, pour qu'il ne parle pas, pour le faire taire à tout prix. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très français d'une certaine façon. Il s'est trouvé que parmi les inspecteurs de police qui frappaient à la porte des Robert, il y avait un inspecteur qui connaissait monsieur Robert. Et donc monsieur Robert lui a dit « Ah, c'est toi, mais entrez donc, messieurs, vous prendrez bien un petit verre. » Nous étions dans les années 40, c'était une époque où tout se passait avec un petit verre en France. Et donc il leur a servi un petit verre de quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc ma mère m'a raconté qu'elle était avec ses deux enfants sous le lit et toute cette affaire a peut-être duré 5 minutes, 10 minutes. Elle avait l'impression que cela durait une éternité. Et puis finalement, les inspecteurs sont partis. Et quand ils sont partis, monsieur Robert a fait sortir ma mère et les enfants et leur a dit « Madame, excusez-moi, pardonnez-moi, mais je ne pouvais pas faire autrement. Si je ne leur avais pas offert un petit verre, peut-être qu'ils auraient voulu fouiller l'appartement, peut-être qu'ils auraient trouvé anormal que je ne le fasse pas. D'une façon ou d'une autre, j'étais obligé de le faire. Je sais que ça a dû être très dur pour vous, mais je n'avais pas le choix. » Quelques jours plus tard, il y a eu deux jeunes filles qui sont venues dans l'immeuble et qui ont aperçu ma mère et qui lui ont dit « Vous êtes bien la personne que nous cherchons ». Donc ma mère était terrorisée parce qu'elle voyait arriver deux jeunes filles blondes aux yeux bleus et elle était persuadée qu'il s'agissait de policières allemandes. Mais les jeunes filles ont dit « Non, non, nous ne sommes pas allemandes, nous sommes juives comme vous. Nous sommes venus chercher vos enfants. Vous, les adultes, on ne peut rien faire pour vous. Votre destin est déjà scellé, on ne pourra rien faire pour vous. Si vous réussissez à vous sauver, tant mieux. Mais nous sommes sans moyens pour vous venir en aide. En revanche, les enfants, nous pouvons nous en occuper, nous pouvons les mettre en lieu sûr. Donnez-nous vos enfants, nous allons pouvoir
les cacher quelque part en France. Et la première réaction de ma mère a été de dire il n'en est pas question, il n'est pas question que vous preniez mes enfants. Et les deux jeunes filles ont dit madame, nous allons revenir demain et ce sera la dernière fois. Il faudra que vous nous donniez vos enfants demain, sinon le pire peut survenir. Le lendemain, les jeunes filles sont revenues et ma mère a commencé par dire non, non, je ne vous donnerai pas mes enfants. Et puis finalement, elle a confié ses enfants à ces deux jeunes filles. Et une fois qu'elle les a confiés, elle s'est mise à pleurer, s'est dit mais qu'ai-je fait? Où sont partis mes enfants? Que va-t-il se passer? Et il s'est passé que quelques jours après, ma mère reçoit une lettre venant d'un petit village dans l'ouest de la France, Landivy, dans le département de la Mayenne. Et il y avait des paysans qui disaient « Bonjour madame, vos enfants sont arrivés chez nous, ils sont très gentils, nous avons beaucoup de plaisir à les avoir chez nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, notamment en matière de ravitaillement, n'hésitez pas à nous contacter. » Alors, je dois ici expliquer en fait ce qui s'était passé. Les jeunes filles dont je parlais appartenaient à un réseau qui avait été monté par les éclaireurs israélites de France en liaison avec d'autres organisations appartenant au scoutisme français, notamment les scouts de France, les éclaireurs protestants et les éclaireurs éclaireuses de France, c'est-à-dire l'organisation de scouts laïcs. Ces différentes organisations regroupées au sein de la Fédération du scoutisme français ont joué un rôle très important. Disons qu'il y a eu dans ces milieux un réseau très actif qui a aidé les éclaireurs israélites à placer des enfants juifs à la campagne. En réalité, le moyen trouvé était très simple. Le régime de Vichy avait créé une organisation qui s'appelait le Secours national et qui plaçait des enfants orphelins ou des enfants de régions bombardées, qui les plaçait à la campagne chez des paysans, moyennant des indemnités financières. C'est quelque chose qui est analogue à ce que l'on connaît actuellement en France sous le nom de DAS pour placer des enfants qui appartiennent à des familles en difficulté. Ce que les éclaireurs israélites, aidés par d'autres scouts français, avaient mis sur pied, c'était une antenne fictive du Secours national qui fournissait le nécessaire, des faux papiers, des formulaires, et les enfants étaient donc envoyés dans ces villages, placés dans des familles de paysans, comme si c'était des enfants parmi d'autres, des enfants sans problème particulier, qui étaient placés simplement parce que leur famille était en difficulté à Paris ou dans d'autres grandes villes de France. C'était une opération très ingénieuse, mais il fallait pour cela des faux papiers, il fallait de l'argent, il fallait surtout des jeunes filles qui faisaient office d'assistante sociale et qui non seulement emmenaient les enfants à la campagne en France, mais également faisaient en sorte que tous les 15 jours, la famille paysanne recevait l'argent qui lui permettait de subvenir aux besoins de ses enfants et qui était une des motivations
pour héberger ces enfants. D'où venait l'argent? J'ai su longtemps après que l'argent, en réalité, venait du Joint, une organisation caritative américaine, que l'argent transitait par l'Espagne de Franco, pays neutre, et avec la complicité plus ou moins étendue du gouvernement espagnol, cet argent donc était remis dans un bureau plus ou moins secret à Barcelone, était remis à des émissaires qui passaient en secret la frontière française et qui ensuite remettaient les sommes en question aux jeunes filles. C'était essentiellement des jeunes filles qui jouaient le rôle d'assistantes sociales. Certaines de ces jeunes filles ont été en fait capturées par la police ou par les Allemands. Certaines ont été déportées. Ce que l'on sait, c'est que même celles qui ont été arrêtées et déportées et qui ne sont jamais revenues ont réussi à garder le secret et je n'ai pas connaissance d'enfants cachés à la campagne à travers le réseau des éclaireurs israélites qui aient été découverts par la police de Vichy ou par les autorités d'occupation allemandes. Ma mère a fini par rejoindre ses enfants à Landivy dans des circonstances qui sont les circonstances de la guerre, des circonstances qui se prêteraient à un film ou un roman si elles n'avaient pas été vraies, mais qui étaient entièrement vraies. L'essentiel est que ma mère et ses enfants ont survécu, mais son premier mari, lui, n'a pas survécu. On sait même qu'il est mort très peu de temps après son arrivée à Auschwitz. Mes parents, chacun veuf de son premier conjoint, se sont rencontrés après la guerre et ont décidé de fonder une famille. Ils se sont mariés à la synagogue de la rue Pavée en 1947 et j'ai grandi, je suis né moi-même en 1948, j'ai grandi donc dans une famille de survivants de la Shoah. Là, je dois dire quelque chose. Beaucoup d'enfants de survivants de la Shoah, ou même beaucoup de survivants de la Shoah, ont affirmé que juste après la guerre, que pendant peut-être les 20 premières années qui ont suivi la guerre, on ne parlait pas de la Shoah et que, en particulier, les anciens déportés n'en parlaient pas parce que personne ne voulait les écouter. Alors, j'ai entendu beaucoup de témoignages de ce genre et je dois dire que je ne doute pas que cela ait été le cas pour beaucoup de personnes. Mais en ce qui me concerne, moi, en ce qui concerne ma famille, en ce qui concerne le milieu dans lequel nous vivions, qui était un milieu juif, au cœur de Paris, au cœur du Paris juif, dans le quartier du Marais, à Paris, pour moi et pour les gens de ce milieu, ce genre de témoignage est très étrange parce que nous entendions toujours parler de la Shoah. Alors, on n'entendait pas parler de la Shoah sous forme de conférences analogues à celles que nous essayons de tenir ce soir. Ça ne se passait pas du tout comme ça. Il y avait peut-être des réunions et des conférences de ce genre, mais essentiellement, comment
comment parlait-on de la Shoah? C'était très simple. On en parlait parce que tout simplement, lorsque des personnes qui étaient des survivants des camps se rencontraient ensemble, elles évoquaient leur expérience. Quand il y avait une réunion de famille où il y avait à la fois des personnes qui avaient eu l'expérience des camps et des personnes qui s'étaient cachées, qui avaient eu une autre expérience, fatalement, ils discutaient de leurs expériences respectives. Et les jeunes générations, moi-même, les garçons et les filles de mon âge, nous entendions sans cesse les conversations de nos parents et de leurs amis. Et c'est de cette manière totalement informelle que nous assimilions un certain nombre de choses, que nous entendions un certain nombre de choses. Peu à peu, nous en venions, sans avoir jamais interrogé personne et sans que personne n'ait cherché à nous enseigner quelque chose en particulier, nous arrivions à savoir énormément de choses sur l'occupation, sur les circonstances dans lesquelles les Juifs ont été inquiétés, persécutés, raflés, transférés dans les camps. Nous apprenions énormément de choses sur les camps eux-mêmes, sur les souffrances endurées, sur les chambres à gaz, les crématoires. Tout cela, nous le savions, nous l'apprenions, nous l'entendions. C'est seulement dans une seconde étape qu'il nous arrivait quand nous avions 10 ans, 11 ans, 12 ans, de lire les premiers ouvrages consacrés à la déportation et au génocide des Juifs, et nous commencions à comprendre certaines choses d'une autre façon. Il y avait des informations éparses qui se mettaient en place, et à partir de ce moment, il nous arrivait de poser des questions à nos parents. Et évidemment, certains parmi nos parents expliquaient les choses d'une manière claire, d'autres d'une manière plus confuse. Il est possible que certains d'entre eux avaient trop de mal à expliquer à leurs propres enfants ce qui s'était passé, mais dans l'ensemble, nous apprenions énormément de choses. Et je voudrais dire un autre point, c'est que l'opinion publique française était dans l'ensemble tout à fait informée de ce qui s'était passé. Je voudrais simplement relater ici quelque chose de très simple. En 1957, je crois, il y a eu un livre qui s'appelait Les eaux mêlées, un livre écrit par un romancier juif qui s'appelait Roger Icor. C'était l'histoire, nous dirions aujourd'hui la saga, d'une famille de juifs polonais qui s'installe en France et qui peu à peu, en réalité, s'intègre à la société française, je dirais même s'assimile à la société française, et qui, à la fin, sont frappés de plein fouet euh, par la Shoah. On n'employait pas encore le mot Shoah à l'époque, mais c'est de cela qu'il est question. Ce livre a paru, encore une fois, de mémoire, je crois qu'il est paru en 1957, ou peut-être en 56, je ne me rappelle pas très bien. Ce livre a eu le prix Goncourt. Donc, on ne peut pas dire qu'un événement comme la Shoah était absent de l'opinion publique française au milieu des années 50. Très peu de temps après, il y a eu un deuxième prix Goncourt qui a couronné un livre sur la Shoah. Il s'agit du Dernier des Justes par André Schwarzbart. Encore une fois, de mémoire, je pense que ce livre a dû être publié, obtenir le prix Goncourt en 1960 ou 61. Et il y a eu ensuite un troisième livre qui à nouveau a eu le prix Goncourt. Il s'agit du sel et le soufre de Anna Langfuss, un extraordinaire écrivain
décédé malheureusement prématurément à la fin des années 60. Et donc, il y a eu 3 prix Goncourt en très peu de temps consacrés à la Shoah et d'une manière extrêmement explicite. Donc, j'ai beaucoup de mal à admettre qu'une sorte de loi du silence, d'omerta, ait pesé sur la Shoah à cette époque. Mais encore une fois, je ne peux pas m'inscrire en faux contre d'autres témoignages. Il est tout à fait possible que dans d'autres familles, les choses se soient passées un peu différemment de ce que j'ai vécu. Il est possible aussi que dans certains milieux sociaux ou professionnels, il ait été plus difficile de parler de la Shoah. Les Juifs qui exerçaient ce qu'on appelait à l'époque des professions juives, comme par exemple toutes les professions liées au métier des vêtements, qu'il s'agisse de tailleurs, de confectionneurs, de gens qui s'occupaient du cuir, de gens qui s'occupaient de la casquette, de gens qui s'occupaient de la maille, des tricots. C'était des professions où les Juifs étaient extrêmement bien représentés. Et donc, c'était des professions où, en fait, les Juifs travaillaient avec les Juifs et n'avaient pas beaucoup de difficultés à discuter de leurs expériences communes. D'autres Juifs français, évidemment, avaient d'autres activités professionnelles et vivaient dans un environnement différent, qui était peut-être moins disposé à écouter et à entendre, et on peut imaginer donc que dans ces autres milieux, il y ait eu plus de réserve sur ce que l'on avait vécu. Mais néanmoins, il y avait quand même un sentiment très fort de ce qui s'était passé, et ce sentiment très fort de ce qui s'était passé a beaucoup joué, je crois, dans le capital de sympathie qui a existé dans l'opinion française autour d'Israël quand Israël a été créé et quand Israël a remporté ses premières victoires militaires dans les années 50, en particulier en 1956, lorsque Israël et la France étaient militairement alliés contre le régime de Nasser en Égypte. Mon père, peu à peu, a été amené à me raconter de plus en plus en détail, de manière de plus en plus extensive. Il a été amené à me raconter son expérience des camps. Mon père avait une grande capacité je dirais, de narration. Il savait raconter les choses avec beaucoup de sobriété. Il avait le sens du déroulement des événements, il avait le sens du détail concret, ce qui faisait qu'on l'écoutait toujours avec énormément d'attention. En tout cas, moi, je l'écoutais avec une très très grande attention quand il parlait. Et mon père me racontait tout, c'est-à-dire qu'il me racontait la déportation, le camp de Pithiviers où lui-même avait été interné avant d'être envoyé à Auschwitz, puis l'arrivée à Auschwitz, puis le camp, l'usine Bouna, Auschwitz III, où ceux qui n'étaient pas immédiatement mis à mort travaillaient en tant qu'esclaves, et ça avait été le sort de mon père. Il m'a parlé de la maladie, de la faim, du fait que les déportés étaient malheureusement souvent totalement déshumanisés, qu'ils en venaient à se battre pour, je dirais même pas un quignon de pain, pour
quelques miettes de pain. Il m'a raconté aussi l'humanité et l'héroïsme de beaucoup de déportés. Et il y a quelque chose de très important qu'il m'a dit un jour. Un jour, il m'a dit, nous savions dans le camp, nous savions exactement quel jour du calendrier juif nous étions. Il y avait toujours parmi nous des gens qui gardaient très, très précisément en tête la date hébraïque à laquelle nous étions et qui savaient si, par exemple, nous nous approchions d'une fête juive qui, le cas échéant, se rappelait, disait des prières parce qu'il s'en souvenait par cœur. Et en particulier, m'a dit mon père, on savait quand allait tomber Yom Kippour. Mon père a passé 3 Yom Kippour à Auschwitz. Le Yom Kippour 1942, le Yom Kippour 1943 et le Yom Kippour 1944. Et mon père m'a dit, nous savions quand était Yom Kippour et la plupart d'entre nous, nous jeûnions le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire que le pain qu'on nous donnait le matin, nous le gardions sur nous jusqu'au soir. Mon père a ajouté, et c'est un peu surprenant quand on connaît le sadisme des nazis et de leurs complices, notamment quand il s'agissait de fêtes juives, mais il m'a dit, les capots et vraisemblablement les SS s'étaient rendus compte que nous ne mangions pas, avaient compris que c'était Yom Kippour. Il ne s'est rien produit, les 3 Yom Kippour que nous avons été à Auschwitz, il ne s'est rien produit. Et donc, ceux qui le voulaient ou ceux qui le pouvaient, mais en tout cas la majorité des déportés juifs, ont jeûné à Yom Kippour à Auschwitz. Et cet événement, ce témoignage-là, pour moi, a été quelque chose de capital. Parce que, bien entendu, beaucoup de Juifs qui ont survécu à la Shoah ont posé la question, mais où était donc Dieu à Auschwitz ? Vous savez que les Juifs ont une manière très particulière d'être athées. Un athée normal dit, bon, ben, il n'y a pas de Dieu, voilà, les êtres humains ne sont que des animaux, c'est ainsi, donc on n'a pas besoin de la religion puisqu'elle ne sert à rien. Mais les Juifs ont une manière totalement différente d'être athées. Les Juifs qui se prétendent athées sont en fait fâchés avec Dieu. Ils sont en colère contre Dieu. Ils font un procès à Dieu et ils lui disent, mais où est-ce que tu étais ? Si tu n'étais pas là, alors je n'ai pas besoin de toi. Beaucoup de Juifs qui peut-être étaient déjà détachés de la religion, de la Torah, avant ces événements, ont tiré parti de ces événements pour, en quelque sorte, aller plus loin dans leur rejet de la religion. Et je dois dire que, personnellement, mes parents exprimaient une sorte de foi simple et inébranlable, de foi juive simple et inébranlable. Et donc, je partageais cette foi, mais quand je discutais avec soit des survivants, soit certains de leurs enfants, qui eux se déclaraient athées à cause d'Auschwitz, je me demandais ce que l'on pouvait répondre à ces gens, s'il y avait une réponse qu'on pouvait leur donner. Quand mon père m'a appris qu'on avait jeûné
à Auschwitz, alors j'ai eu la réponse. C'est-à-dire que la réponse que j'ai reçue et qui pour moi est une réponse définitive et indiscutable, c'est que les Juifs qui se sont trouvés à Auschwitz, qui ont été sur place, qui ont vécu dans leur chair le plus noir de la Shoah, ces Juifs ont pris la décision de jeûner à Yom Kippour. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de ne pas jeûner à Yom Kippour. Par conséquent, puisqu'ils ont voulu, et dans des circonstances qu'il faut se représenter, ne pas manger, c'était courir le risque de mourir à Auschwitz. Ils ont décidé, dans un esprit véritablement de Kiddush Hashem, de sanctification du nom, de sanctification du peuple juif et du judaïsme, ils ont décidé, pour la plupart d'entre eux, de jeûner. Il me semble que ce choix, c'est un choix sur lequel nous, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, nous ne pourrons plus revenir. Envers et contre tout, nous sommes liés par le fait que les Juifs à Auschwitz ont jeûné le jour de Yom Kippour. Mon père racontait énormément de choses. Notamment, il m'a appris quelque chose de très particulier, une histoire toute personnelle que je vais partager maintenant avec vous. Dans les camps à Auschwitz, quand on savait faire quelque chose de particulier, on avait une chance supplémentaire de survivre. En particulier, toutes les personnes qui avaient un savoir pratique, qui savaient faire quelque chose de leurs mains, avaient une petite chance supplémentaire de survivre. Je suppose, par exemple, qu'une personne qui avait des notions de mécanique avait le moyen de survivre un peu plus dans les usines de Bouna qu'une personne qui n'avait aucune notion de mécanique. Mon père était de son métier un tailleur. Et un jour, il voit s'approcher de lui un capot polonais, un capot non-juif polonais. Quand mon père a vu ce capot qui s'appelait Janek s'approcher de lui, mon père s'est dit « Je suis mort. Ça y est, je suis mort, mon dernier moment est arrivé. » En effet, Janek était une brute sadique, et son plaisir était de choisir un déporté, de choisir un juif, et de le battre à mort. Donc, mon père se dit, Janek m'a choisi, il va me battre à mort, je ne pourrai rien faire contre lui, je suis donc mort. Mais chose étrange, Janek n'a pas battu mon père, Janek s'est adressé à mon père en l'appelant « Hey, Moïchek ». Alors, il faut savoir ici que les Polonais non-juifs, quand ils rencontraient un juif qu'ils ne connaissaient pas, l'appelaient toujours Moïchek, ce qui veut dire « petit Moïse ». Hey Moïchek, ce qui n'était pas du tout le nom de mon père. Mon père s'appelait Shia en polonais, c'est-à-dire Yehoshua. Hey Moïchek, c'est quoi ton métier? Alors mon père dit, je suis tailleur. Et Janek a dit, ah oui, c'est bien ce que je pensais, tu es tailleur. Est-ce que tu es capable de travailler maintenant? Alors mon père a dit, ben, oui, oui. Et le capot lui a dit, viens avec moi. Et donc mon père suit le capot, il s'éloigne des baraques et ils traversent une partie du camp et ils arrivent dans un secteur du camp où il y avait des maisons en dur et en fait où il y avait
des SS qui habitaient. Mon père me raconte qu'il entre avec le capot dans une de ses maisons. Le capot lui dit « Assieds-toi ici ». Il y avait une chaise, mon père s'assoit, et le capot s'en va. Quelques minutes après, il revient avec une veste, du fil et des aiguilles. Et dit « Voilà, c'est la veste d'un SS. Tu vois, il y a des déchirures. Est-ce que tu crois que tu peux recoudre ça bien ?» Alors mon père dit « Oui, il y a ce qu'il faut, il y a du fil, il y a des aiguilles. Je vais faire de mon mieux. » Et donc, mon père recoud la veste du SS. Le capot regarde, il dit « Dis donc, tu as l'air de bien travailler, reste ici, reste ici. » Le capot s'en va à nouveau. Quelques minutes après, il revient avec un pain et un saucisson. Et il lui dit « Tu travailles très bien. Les SS ont été très contents. Alors, puisque c'est comme ça, je vais faire appel à toi quand il y aura d'autres SS qui auront besoin de faire des travaux de couture, et tu seras toujours payé de la même façon. Un pain et un saucisson. » Un pain et un saucisson, c'était de l'or à Auschwitz. C'était de l'or. C'était mieux qu'un lingot d'or. Voilà l'histoire que mon père m'avait racontée, exactement dans les termes où je viens de vous la raconter. Et il s'était arrêté sur le fait qu'il avait du pain et un saucisson, et que ce pain et ce saucisson, bien entendu, c'est quelque chose qui a été important pour lui pour survivre dans les conditions du camp. Mon père ne m'a rien raconté de plus sur son métier de tailleur dans le camp. Mon père est décédé en février 1984. Et j'avais établi rapidement une liste de personnes qu'il fallait contacter pour leur annoncer ce décès et leur dire quand la levaya, l'enterrement, allait se passer. Et c'est mon épouse qui se chargeait de téléphoner aux uns et aux autres. 2 heures avant l'enterrement, je regarde une dernière fois la liste et je demande à mon épouse « Tu as bien téléphoné à tout le monde ?» Elle me dit « Oui ». Je lui dis « Mais Madame Schonukman, tu ne l'as pas coché ?» « Ah non, Madame Schonukman, je n'ai pas réussi à la voir. J'ai laissé un message, mais je n'ai pas réussi à la voir. » Alors moi, je dis « C'est dommage parce que elle était certainement très proche de mon père. Elle aurait voulu venir à l'enterrement. » Je vous raconte l'histoire. Madame Schonukman était une femme qui avait été, ainsi que sa fille, sélectionnée pour le fameux bloc des expériences médicales nazies. Et elle avait survécu, ainsi que sa fille. Et c'était une femme qui avait beaucoup de difficultés pour se débrouiller dans le maquis des indemnisations, des pensions, des indemnisations allemandes. Et mon père l'avait aidé, comme il avait aidé beaucoup d'autres personnes, pour établir le dossier leur permettant d'obtenir une pension, d'obtenir des indemnités. Donc, je savais que cette dame était très attachée pour cette raison à mon père, ainsi que sa fille, et qu'il
Il fallait absolument la prévenir. Mon épouse décide de passer un dernier appel téléphonique à Madame Schönigmann. Je répète, c'est 2 heures avant l'enterrement. Et là, Madame Schönigmann répond. Donc mon épouse lui dit, voilà, je vous appelle parce que Monsieur Gurfinkiel, mon beau-père, vient de nous quitter. Cette dame se met à pleurer et veut absolument me parler. Donc je prends le téléphone et cette dame me dit, mais ce n'est pas possible, pas lui, pas ton père. Alors je dis, je sais madame, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde et c'est arrivé à mon père. Et donc elle dit, mais pas lui, quand je pense à tout ce qu'il a fait pour nous. Alors moi je pensais que Madame Schönigmann parlait de ce que mon père avait fait pour l'aider à remplir ses dossiers en vue des indemnisations. Alors elle me dit, non, non, je ne parle pas de moi, de ma fille, je parle pour nous, les femmes du bloc des expériences. Alors là, je dis, je ne sais pas de quoi vous parlez, Madame Schönigmann. Elle me dit, comment? Ton père t'a pas raconté? Je dis, je ne sais pas de quoi vous parlez, dites-moi de quoi vous parlez, mais je n'ai pas l'impression que mon père ne m'a jamais raconté à propos du bloc des femmes, bloc des expériences. Et là, elle me raconte ceci. Elle me dit, tu sais que ton père faisait des travaux de couture pour les SS? Je dis, oui, ça, il m'a raconté. Alors elle me dit, mais tu ne sais pas que lorsqu'il rentrait au baraquement, il devait passer à côté du bloc où nous, les femmes, nous étions emprisonnées pour les expériences médicales. J'ai dit non, Madame Schönigmann, mon père m'a jamais raconté ça. Alors elle m'a dit, mais si, ton père passait et nous étions au sous-sol, nous avions juste un soupirail pour voir les gens qui passaient. Et quand nous voyions un déporté juif qui passait par là, comme normalement les déportés juifs n'avaient pas le droit de passer par là, celui qui passait, c'était quelqu'un, on se disait, on peut faire appel à lui. Donc nous crions vers lui en yiddish, Rachmones, Rachmones, Rachmanut, Rachmanut, pitié, pitié. Nous sommes ici des femmes juives, nous mourrons de faim, nous mourrons de soif, donne-nous quelque chose à manger, nous n'avons rien. Et Madame Schönigmann m'a dit, ils sont tous passés devant le soupirail sans même nous regarder. Mais ton père, à chaque fois qu'il revenait de chez les SS, il nous donnait la moitié de ce qu'il avait. Cela, je l'ai appris 2 heures avant l'enterrement de mon père. Et cela, mon père, qui m'avait raconté tout sur Auschwitz, ça, il ne me l'avait jamais raconté. C'est quelque chose d'incroyable, de très émouvant pour un fils d'apprendre cela 2 heures avant l'inhumation de son père. Je crois que de même qu'il faut avoir à l'esprit que les Juifs ont jeûné à Yom Kippour à Auschwitz, de même il faut avoir à l'esprit que si malheureusement beaucoup de déportés ont été totalement déshumanisés dans les camps, d'autres ont été capables de maintenir dans des circonstances, face à des difficultés que nous ne pouvons même pas concevoir, quelque chose comme une exigence morale.
Par la suite, j'ai longtemps essayé de comprendre quelle avait été la motivation profonde de mon père lorsque il a décidé de partager ce qu'il venait de recevoir, de le partager avec ces pauvres femmes. J'ai longtemps réfléchi et il m'est apparu que certainement la forme particulière de chassidisme qui existait dans le shtetl, la petite ville, petite bourgade dont il était originaire, Lenchna, à côté de Lublin, avait joué, avait été formatrice en ce qui le concernait. C'était une forme de chassidisme extrêmement exigeante sur le plan moral, qui enseignait le mépris total pour les honneurs et qui exigeait de chacun de remplir, même dans des circonstances difficiles ou impossibles, le devoir moral quand il se présentait. Je pourrais dire d'autres choses qui m'ont été transmises par mon père ou d'autres choses qui m'ont été transmises sur un autre plan par ma mère et par d'autres survivants de la Shoah. Je pourrais, par exemple, vous dire que lors du dernier Yom Kippour que mon père a passé à Auschwitz, le Yom Kippour 1944, la déportation et la mise à mort des Juifs de Hongrie se poursuivaient à un rythme industriel, alors que chaque nuit, vous aviez les avions américains et anglais qui survolaient le site d'Auschwitz et tous les sites industriels de Silésie. Ils bombardaient les usines à droite et à gauche et jamais ils n'ont bombardé les lignes de chemin de fer qui menaient à Auschwitz. Alors que, nous le savons, les gouvernements anglais et américains savaient pertinemment ce qui se passait et qu'on était en train d'exterminer industriellement les Juifs de Hongrie, les derniers Juifs d'Europe occupée que les Allemands pouvaient encore anéantir. Il y avait pendant le jour et pendant une bonne partie de la nuit les canons de l'armée rouge qui tonnaient sans cesse. Les soviétiques étaient à moins de 200 km d'Auschwitz, moins de 200 km. Et les nazis continuaient à exterminer industriellement les Juifs. Ça, c'est ce que mon père également m'a raconté, c'est ce que j'ai entendu de beaucoup d'autres survivants, et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier. Jamais oublier. Le monde est resté de marbre devant la destruction du peuple juif. Il n'y a pas de mot pour qualifier cet autre crime, cette complicité de crime qui a été celle de tous les grands empires de la Terre à ce moment-là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'ai essayé de vous parler avec la plus grande simplicité. J'ai écrit un livre, je vous l'ai dit il y a quelques années, où j'ai relaté ces événements et relaté une partie des enseignements que j'ai reçus de mes parents. Mais ce soir, j'ai voulu simplement vous dire un certain nombre de choses de vous à moi et de moi à vous, pour que une mémoire vraie
vous soit transmise. Ce que j'ai reçu de mes parents et des survivants, j'essaie de vous la transmettre à vous maintenant, et ce sera à vous plus tard de la transmettre à votre tour. Et maintenant, je suis prêt à répondre, si vous le souhaitez, à vos questions. Je crois que si vous avez des questions à poser, il faudrait peut-être les faire à voix haute, parce que je ne sais pas si mon père voit le chat en ce moment. Papa, tu vois le chat? J'avoue que je n'ai pas suivi. Je vois le chat, mais alors attendez. Alors, première question, est-ce que vous arrivez à pardonner? Moi? C'est une question qui est posée, c'est pas moi qui la pose, c'est écrit. Alors, vous savez à quel point la notion de pardon est une notion importante. C'est une notion importante dans la Torah, c'est une notion importante dans la culture occidentale. C'est très simple. Un crime comme la Shoah est un crime qui ne peut être ni oublié ni pardonné. Évoquer le pardon à propos de la Shoah, cela n'a suscité chez les survivants que le rire, parce que c'est une question qui relève de l'humour noir. C'est une question qui ne peut avoir aucun sens. On ne peut pas pardonner ces crimes et on ne les pardonnera jamais, on ne les pardonnera jamais et on ne les oubliera jamais. Maintenant que les descendants des assassins eux-mêmes prennent conscience des crimes qui ont été commis, qu'ils s'approchent des Juifs pour dire qu'ils demandent pardon au nom de leur père, de leur mère, de leurs ancêtres, de leur peuple, ça c'est une autre histoire, une autre affaire. Mon père m'a dit deux choses à propos des Allemands. Première chose qu'il m'a dit, c'est que il y avait des Allemands anti-nazis, des Allemands non juifs anti-nazis qui étaient à côté des Juifs déportés à Auschwitz parce qu'ils s'étaient opposés au régime de Hitler. Et certains étaient morts dans les camps en même temps que les Juifs. Et cela, dit mon père, c'est une chose qu'il faut savoir et qu'on n'oubliera pas non plus. Ce que mon père aussi m'a raconté, c'est quelquefois il y avait des choses assez étonnantes. Par exemple, à Ebensee, il y avait un SS qui n'avait jamais fait de mal à aucun déporté, qui n'avait jamais battu un déporté, qui n'avait jamais élevé la voix, qui s'était comporté tout le temps comme s'il n'était pas un SS. Et dans les derniers moments du camp, les déportés lui ont donné des vêtements civils qu'ils avaient ramassés quelque part et lui ont dit retire ton uniforme, mets ces vêtements et disparais. On se rappelle que tu ne nous as pas fait de mal, disparais. Tu nous as oubliés quand tu étais SS et nous t'oublierons maintenant. C'est une histoire que mon père m'a racontée. Je me rappelle aussi qu'un jour, mon père regardait à la télévision, je crois que c'était l'émission 5 colonnes à la une. En tout cas, c'était une émission qui était consacrée à la jeunesse allemande qui, 20 ans après la guerre, découvrait la réalité sur le régime nazi et découvrait l'Holocauste, la Shoah. Et en écoutant un certain nombre de jeunes Allemands parler de ces choses et assumer
la responsabilité collective de leur peuple à propos de ces choses. En regardant tout cela, il s'est passé quelque chose, c'est que mon père a eu des larmes dans les yeux. Mon père n'a jamais eu de larmes dans les yeux. Je n'ai jamais connu mon père avec des larmes dans les yeux, sauf à 2 occasions. La première occasion, c'est celle que je viens de vous décrire, quand il a vu à la télévision de jeunes Allemands qui parlaient des crimes de leur père et de leur peuple. Et la deuxième occasion, c'était en 1967, pendant la guerre des 6 jours, quand à la radio, mon père a entendu le grand rabbin Goren qui soufflait du chauffard près du Kotel Amaravi. Ce sont les 2 seules circonstances où j'ai vu mon père avec des larmes dans les yeux. Papa, je te pose les autres questions qui ont été posées et je répète ce qu'a dit Shana. Les personnes qui veulent poser des questions ensuite, je vais faire un petit total, enfin je vais faire un petit mix des questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Et si vous voulez poser des questions, il suffit que vous retirez, il suffit de retirer le muet de votre téléphone, de votre ordinateur, de poser la question, ensuite de vous remettre en muet. Alors, les questions. Première question, papa. Et quel a été tu as raconté que ton père donc a beaucoup parlé de la Shoah. Qu'en est-il de ta mère et de tes frères? Est-ce qu'ils ont parlé eux aussi? Est-ce qu'ils parlent eux aussi, puisque tes frères Baruch Hashem sont en vie toujours jusqu'à 120 ans? Deuxième question, quel a été le lien qu'a entretenu ton père avec le judaïsme et Israël après la guerre? Et en troisième question, le non-bombardement des sites d'extermination, à votre connaissance, qu'en disent les recherches historiques? Donc, première question, est-ce que ta mère et tes frères en ont parlé? Deuxième question, autour de le lien de Zayd et de ton père avec le judaïsme et Israël après la guerre. Et troisième question, le non-bombardement des sites d'extermination, et qu'en disent les recherches historiques? Alors, la première question, c'est ma mère. Ma mère n'a pas été déportée. Donc, ma mère ne pouvait pas parler des camps. Son expérience, c'était l'expérience des Juifs qui se sont cachés, qui se sont d'abord cachés à Paris et qui ensuite, dans le cas de ma mère, ont réussi à se cacher en province, dans la campagne française. De ces 2 expériences, ma mère a parlé tout le temps, exactement comme j'ai connu, si j'ose dire, Auschwitz, les camps, par mon père, par le témoignage de mon père. De la même manière, j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai appris les péripéties de la survie des Juifs qui n'étaient pas déportés en France, à Paris ou ailleurs. Donc ma mère m'a raconté comment, après le 16 juillet et après que ses fils aient été acheminés dans un village de la Mayenne, comment pendant 1 an environ, plus d'1 an même, elle a vécu en se cachant de cache en cache à Paris, ce qui était extrêmement difficile parce que on était à la fois à la merci de personnes qui voulaient bien héberger des Juifs, et on avait aussi le sentiment que on mettait ces personnes en danger, que ces personnes fatalement pouvaient songer à leur propre sécurité, se lasser en fait de garder des clandestins chez eux ou à proximité de chez eux. Et donc, ma mère m'a raconté comment, peu à peu, tous les refuges se sont fermés pour elle à Paris. Pendant un premier temps, elle a été hébergée par une tante de son premier mari.
Mais ensuite, le mari de cette tante, un oncle par alliance, donc, a dit nous ne pouvons pas continuer à héberger cette dame, il faut qu'elle s'en aille. Et donc ma mère a cherché d'autres refuges. Et plus le temps passait, plus la persécution devenait dure et moins il y avait de possibilités, surtout pour des juifs d'origine étrangère, donc reconnaissables, de trouver un refuge dans Paris. À la fin, ce devait être vers le mois d'octobre ou novembre 1943, ma mère n'a tout simplement plus eu d'endroit où aller à Paris. Elle s'est retrouvée un soir avec une petite valise, son manteau. C'était un soir où il pleuvait à verse, il faisait froid. Le couvre-feu était déjà en vigueur et ma mère n'avait pas d'endroit où aller. Elle avait frappé à une porte et les gens en question lui ont dit que ce n'était pas possible, ils ne pouvaient pas la recevoir et elle ne savait absolument plus où aller. Et elle m'a raconté un jour comment elle se trouvait rue du Parc Royal, une petite rue du quartier du Marais que peut-être certains d'entre vous localisent à Paris. Elle se trouvait rue du Parc Royal et elle a entendu une patrouille allemande et elle s'est cachée dans le coin d'une porte cochère, dans l'ombre d'une porte cochère, en tremblant de peur. Et les Allemands sont passés et ne l'ont pas vue. Mais elle ne savait toujours pas quoi faire, où aller. Et finalement, elle s'est rappelée qu'il y avait pas très loin un couple de communistes non juifs que son premier mari avait connu dans son travail. Et donc, elle est allée frapper à la porte de ces gens et ces gens ont ouvert la porte. Elle a expliqué pourquoi elle venait. La femme a dit non, non, on ne peut pas vous recevoir. Et l'homme a dit bon, on va vous recevoir pour une nuit, mais est-ce que vous avez un endroit où aller demain? Alors, ma mère a dit je voudrais aller dans la Mayenne où sont mes enfants, c'est le seul endroit où je peux encore aller. Et l'homme lui a dit bon, on va s'organiser demain pour vous prendre un billet à la gare Montparnasse et que vous puissiez partir pour Laval, dans la Mayenne. Et le lendemain matin, donc, ma mère est partie avec son manteau. Elle avait décousu l'étoile jaune de ses vêtements, ce qui en soi, à l'époque, était un délit, bien entendu. Et avec ce communiste non juif, elle est allée à la gare Montparnasse. Là, l'homme lui a dit bon, je vous laisse, il y a une jeune fille qui va vous donner un billet. Et effectivement, une jeune fille est passée et lui a glissé dans la main un billet. C'était un billet de 3e classe. À l'époque, il y avait des 3e classes dans les trains français. Un billet de 3e classe pour Laval. Et le train allait partir dans quelques minutes seulement. Ma mère va sur le quai et elle cherche son wagon de 3e classe. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'il y a un contrôle de police quelques mètres plus loin. Donc, elle rentre dans le premier wagon venu et le train part. Et là, elle s'aperçoit qu'elle est montée dans un wagon de 1re classe. Et donc, elle sait que dès que le contrôleur va venir, il va lui dire qu'elle est en situation irrégulière, il va lui demander ses papiers. Sur ses papiers, il y a la lettre J. Il va lui demander mais comment ça se fait que vous n'avez pas votre étoile jaune? Et c'est la fin. Il va la remettre à la police. Donc ma mère est là, terrifiée, dans ce wagon de 1re classe, dans un compartiment de 1re classe, et soudain,
un officier allemand entre avec une jeune Française, une petite copine française. Et le jeune couple ne fait pas du tout attention à ma mère. Ma mère est assise près de la fenêtre et regarde obstinément en direction des rails. Et le jeune couple s'amuse de son côté sur la banquette du compartiment. Le contrôleur arrive, ouvre la porte, voit un officier allemand et une jeune femme qui ont l'air de bien s'amuser, et il dit « Oh, pardon », il referme la porte. Et c'est ainsi que ma mère, pendant 6 heures, est restée le nez contre la vitre. Le voyage durait 6 heures pour aller jusqu'à Laval, de Paris à Laval, en 1943. Et c'est ainsi qu'elle a pu voyager et qu'elle a pu se retrouver à Laval. Ce sont des choses qu'elle m'a racontées. Elle m'a raconté beaucoup d'autres choses, comment dans le village de Landivy, la plupart des familles de paysans qui hébergeaient des juifs, en fait, avaient compris peu à peu que les jeunes enfants qui étaient là n'étaient pas du tout des enfants lambda. Ils ont compris que c'était des juifs. Et il y a eu une espèce de conspiration du silence des familles qui hébergeaient des juifs pour que personne n'en parle à l'extérieur. Et il y avait un notaire dans ce village de Landivy qui était pro-nazi et qui se répandait sans arrêt en menaces contre les paysans qui hébergeaient des juifs. Alors un beau jour, le boucher de Landivy est venu le trouver avec 2 ou 3 autres habitants du village et il lui a dit « Écoute bien, si jamais il arrive quoi que ce soit aux enfants qu'il y a chez nous, on te saigne comme un lapin. Tu as compris, on te saigne comme un lapin. » Ce boucher était le chef de la résistance locale à Landivy. Et lorsqu'il y a eu, la région de la Mayenne est une région où il y a eu des combats extrêmement violents entre les Allemands et les Américains en 1944, c'est là que s'est produite ce que l'on appelle la percée d'Avranches, c'est-à-dire la bataille décisive de la libération de la France, la percée américaine qui a permis de contourner les Allemands et en fait d'assurer la réussite du débarquement. Le boucher a donné un revolver à ma mère en lui disant si jamais il se passe quoi que ce soit, que vous puissiez vous défendre. Et ma mère m'a dit j'avais un revolver dans les mains, je n'avais pas la moindre idée de comment un revolver fonctionnait. Je ne savais même pas qu'il fallait débloquer un cran d'arrêt pour l'utiliser. Enfin, l'essentiel, c'est que je n'ai pas eu à l'utiliser et qu'après de durs combats, finalement, les Américains ont chassé les Allemands. Alors, donc, oui, j'ai appris l'autre versant de la Shoah, c'est-à-dire comment les Juifs ont été persécutés, chassés, pourchassés dans la France occupée, comment ils ont survécu, en partie, sinon très largement, grâce à l'aide de beaucoup de non-juifs. Il y a eu beaucoup de non-juifs à Landivy qui ont été déclarés justes par Yad Vashem. Malheureusement, le boucher dont je viens de parler, qui est mort prématurément après la guerre, personne n'a fait de demande pour lui. Je fais solennellement, maintenant, je ne sais pas si ma qualité d'enfant de déporté est admissible par Yad Vashem, mais je fais publiquement une demande pour que lui aussi soit reconnu à titre posthume, ainsi que sa famille, comme juste nation. Je voudrais dire une dernière chose sur Landivy, c'est que je suis allé longtemps après
à Landivy, notamment, j'ai fait un voyage avec ma fille aînée et j'ai rencontré plusieurs des familles qui avaient hébergé des enfants juifs. Et l'une de ces familles m'a raconté quelque chose de très émouvant. Elle m'a dit, dès que les enfants sont arrivés chez nous, on a vu que ce n'étaient pas des enfants comme les autres. Parce que généralement, les petits Parisiens qui étaient confiés à des familles de paysans chez nous, la première chose qu'ils demandaient, ils demandaient à manger parce qu'ils avaient faim et parce qu'ils savaient qu'à la campagne, on mangeait mieux qu'à Paris. Mais ces petits-enfants-là ne nous réclamaient pas à manger et ils se taisaient. Alors on leur a dit, mais pourquoi vous vous taisez tout le temps? Pourquoi vous ne voulez pas nous dire qui vous êtes, ce que font vos parents? Et là, les enfants nous ont dit, est-ce qu'on a le droit de parler maintenant? Alors, m'ont dit ces habitants de Landivy, quand ils nous ont dit ça, on a compris que ce n'étaient pas des enfants comme les autres, c'était des enfants qui se cachaient. On savait très bien que ça devait être des juifs. On était très bien informés sur ce qui se passait dans les grandes villes, comment on arrêtait les juifs et comment on les envoyait quelque part en Allemagne ou en Pologne. On savait très bien ça. Et donc, on a su que c'était des enfants juifs. Et on a su aussi que c'était des enfants juifs parce que, ça c'est une autre famille qui m'a raconté ça, le soir, on leur a demandé, avant de vous coucher, est-ce que vous voulez faire vos prières? Et les enfants ont dit oui, mais est-ce qu'on peut les faire à notre façon? Alors, la famille a dit oui, ben faites-la à votre façon. Et donc, les enfants juifs disaient le schéma Israël. Et la famille qui m'a raconté ça, c'était très émouvant, m'a dit voilà, beaucoup d'années ont passé, mais je me rappelle encore la prière des enfants et ces agriculteurs de la Mayenne m'ont récité le schéma Israël tel qu'ils l'ont, en tout cas le début du schéma, tel qu'ils l'ont entendu des enfants juifs qui se cachaient à Landivy. Donc ça, c'est ma première réponse à la première question. La deuxième question, est-ce que on peut me la remettre en mémoire? Allô? Oui, oui, la seconde question, c'était de savoir quel était le lien de ton père avec le judaïsme et avec Israël. Et la troisième question, c'est une vision historique. Alors, je vais répondre à la deuxième question Vas-y. d'abord. Pour mes parents, la question ne se posait pas. Israël, c'était le pays juif et il était d'une certaine manière normal, après ce qui s'était passé, que le peuple juif ait droit à son pays. Moi, je suis né le 1er août 1948, c'est-à-dire au milieu de la guerre d'indépendance d'Israël. J'ai retrouvé une coupure de presse d'un journal yiddish où l'on dit, publié quelques semaines après ma naissance, où l'on dit ceci, on nous charge de dire qu'il y a eu une Brit Mila dans le foyer de nos amis Gurfinkiel. À l'occasion de cette Brit Mila, 5 000 francs ont été collectés pour la Haganah en Israël. Nous souhaitons aux parents littéralement un élevage facile de leur enfant. Nous leur souhaitons de pouvoir élever de manière facile leur petit garçon. Donc j'ai découvert que au moment de ma Brit Mila, on avait trouvé tout à fait naturel de réunir de l'argent pour le donner aux forces israéliennes qui se battaient pour l'indépendance d'Israël. Et j'ai mentionné il y a un peu plus haut comment des larmes sont venues aux yeux de mon père quand il a entendu sonner le chauffard dans Jérusalem libérée. Je crois que c'était le 6 juin
1967, le deuxième jour de la guerre des 6 jours. Donc, mes parents avaient un lien instinctif, spontané, qui n'avait pas besoin d'être explicité, qui était total, qui était inconditionnel pour Israël et le peuple juif. Je pense que la plupart des Juifs de cette génération qui ont vécu ces événements avaient ce type de réaction instinctive. En tout cas, beaucoup d'entre nous, chez leurs enfants, avons hérité cette identification au peuple juif et à Israël et avons essayé de la transmettre à nos propres enfants. Voilà pour la deuxième question. Et la troisième question, c'était ce que les historiens savent sur le non-bombardement d'Auschwitz ou des lignes de chemin de fer qui conduisaient à Auschwitz. Alors, ce que nous savons est nous savons plusieurs choses. Nous savons d'abord que, en fait, les Alliés, et quand je dis les Alliés, pas seulement les Alliés, énormément de monde en Europe et à Washington ont su tout sur la Shoah très tôt. C'est-à-dire que dès l'été 1942, il n'y avait aucun doute chez énormément de gens en Europe sur ce qui était en train de se passer concernant les Juifs. Quand je dis qu'il n'y avait aucun doute, d'abord, il y a eu des Allemands qui ont alerté des gens en dehors d'Allemagne sur ce qui se passait. Le premier informateur détaillé de la Shoah, c'était un industriel, ce n'était pas Schindler, mais c'était quelqu'un du même type, c'était un industriel allemand qui, de par ses fonctions économiques, avait été mis au courant de ce qui se passait et il avait pris sur lui de contacter le représentant du Congrès juif mondial en Suisse. Et ce représentant du Congrès juif mondial en Suisse, à partir de ces informations, a envoyé le premier rapport détaillé sur ce qui se passait aux gouvernements alliés. Il y a eu un grand nombre de prêtres catholiques et de prélats catholiques, d'évêques ou de cardinaux qui ont été informés dans le détail et qui ont alerté le pape Pie XII. Quand je dis des prêtres, il y avait des prêtres allemands, il y avait des prêtres de pays neutres, il y avait des prêtres de pays tels que la Hongrie qui étaient formellement alliés à l'Allemagne, mais qui en fait ne participaient pas à la Shoah. Plusieurs archevêques ont été informés dès 1942 et ont informé beaucoup de gens en Allemagne ou bien encore le Saint-Siège à Rome de ce qui se passait. Il y a eu en particulier un archevêque qui par la suite est devenu cardinal et qui a eu un propos extraordinaire dans une lettre confidentielle où il faisait état de ce qui se passait avec les Juifs, du massacre des Juifs, et il a dit c'est un crime himmelschreiendes, c'est un crime qui crie vers le ciel. Donc, les gens étaient informés. Le pape Pie XII, on a pu dire beaucoup de choses sur lui. La réalité est qu'il a fait un discours à Noël 42, où sans parler explicitement des Juifs, il a tout de même mentionné les gens qui étaient persécutés pour des raisons
religieuse ou raciale. Ce qui est incontestable aussi, c'est qu'il y a eu des instructions qui sont venues du Saint-Siège pour voir ce que l'on pouvait faire pour essayer de sauver là où on pouvait le faire, venir en aide à des Juifs, là où on pouvait le faire. Ce qui est très peu connu, c'est que en décembre 1942, il y a eu une déclaration à la Chambre des communes, une déclaration faite par un membre du gouvernement britannique, Selwyn Lloyd, qui par la suite est... non, ce n'est pas Selwyn Lloyd, c'est Anthony Eden, qui par la suite est devenu ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre, brièvement, en Angleterre. Et Anthony Eden donc, a lu une déclaration au nom du gouvernement britannique relatant les crimes qui étaient commis en Allemagne, en Europe occupée par les Allemands à l'égard des Juifs. Et il y a eu une minute de silence qui a été observée par la Chambre des communes. On sait que les Soviétiques étaient au courant de ce qui se passait, que d'ailleurs, il y avait des enquêtes approfondies qui ont été lancées par le KGB, enfin l'être du KGB, à l'époque on disait le MVD, sur les crimes nazis. Donc tout le monde savait ce qui se passait. Mais à partir de janvier 1943, les mêmes pays qui savaient, les mêmes puissances qui savaient ce qui se passait, ont pris la décision de ne plus en parler et de censurer les informations sur ce qui se passait. Pourquoi? Parce que apparemment, c'est du moins ce qui a été prétendu par ces gouvernements quand on leur a demandé des explications après la guerre, ces gouvernements ont craint que si l'on parlait de l'extermination des Juifs, on allait donner aux combattants alliés l'impression qu'on ne se battait pas pour la liberté du monde, mais qu'on se battait pour les Juifs. Et l'antisémitisme était tel à cette époque dans les sociétés occidentales que ce type disons, de considération pouvait constituer un danger pour l'effort de guerre. Je ne suis pas en train ici de justifier ce point de vue, je dis simplement que c'est ce qui a été affirmé à ce moment-là, et notamment lorsque un certain nombre de dirigeants juifs ou non juifs ont approché les gouvernements alliés, ont approché le gouvernement anglais et le gouvernement américain, c'est ce qui leur a été répondu. Parmi les gens qui ont révélé ce qui se passait en Europe, il y a le célèbre Jan Karski, qui était, comme vous savez, un aristocrate polonais qui réussissait, pour des raisons très particulières, à servir d'intermédiaire entre la résistance polonaise et le gouvernement polonais lui-même réfugié à Londres. Donc Karski réussissait à s'exfiltrer d'Europe occupée et à rejoindre Londres pour transmettre des informations de la résistance polonaise et puis ensuite pour transmettre à la résistance polonaise des informations qui provenaient du gouvernement polonais en exil. Karski a, comme vous savez, visité le ghetto de Varsovie de manière à être un témoin oculaire de ce qui s'y passait. Et ensuite, il a promis, il a juré de raconter ce qu'il avait vu dans les pays alliés, ce qu'il a fait. Il a parlé aux autorités anglaises, il a parlé aux autorités américaines, il a tout raconté. Donc les autorités anglaises et américaines savaient exactement, et d'un témoin oculaire non juif, ils savaient exactement ce qui se passait. Mais néanmoins, non seulement les puissances alliées ont maintenu
un blackout total sur les informations concernant l'extermination des Juifs, mais ils se sont refusés à bombarder les lignes de chemin de fer qui conduisaient au camp d'Auschwitz. Il faut bien comprendre que les Alliés bombardaient sans arrêt des lignes de chemin de fer dans toute l'Europe occupée, en Allemagne, en France. En France, je crois que les Alliés, les bombardements alliés ont anéanti 70% du réseau ferroviaire français en 1944. Ils bombardaient également les voies de chemin de fer en Pologne occupée, mais ils n'ont pas bombardé les voies de chemin de fer qui allaient en direction d'Auschwitz, même lorsqu'ils savaient, lorsqu'ils ont su, et ils ont su pertinemment que on était en train de transférer par chemin de fer à Auschwitz les derniers juifs survivants d'Europe, c'est-à-dire les juifs hongrois qui avaient bénéficié d'un asile relatif jusqu'au début de 1944 et qui ensuite, quand la Hongrie a été occupée par les Allemands et que le gouvernement de l'amiral Horthy est tombé, les Juifs hongrois ont été déportés à leur tour. Les Alliés savaient ce qui se passait. Ils étaient au courant de telles négociations en vue de sauver les Juifs hongrois, d'arrêter la déportation des Juifs hongrois. Ils étaient au courant de tout, mais ils n'ont pas bombardé les lignes de chemin de fer qui allaient vers Auschwitz. J'ai entendu toutes sortes d'explications. D'abord, l'explication que je vous ai donnée, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas donner aux soldats alliés l'impression qu'on se battait pour les Juifs. La deuxième explication, c'était que, vous allez rire, mais on ne peut que rire en entendant cette explication-là, c'était que comme les bombardements n'étaient pas précis à cette époque, on aurait risqué de bombarder les baraquements des déportés et donc de tuer des déportés. Donc, on ne bombardait pas les accès du camp. La réalité, on peut donner une infinité d'explications et d'arguments. Il y a aussi l'affaire de la machine Enigma. Vous savez que les Anglais, et par voie de conséquence les Alliés en général, ont pu se procurer la fameuse machine à coder allemande, la machine Enigma, et par conséquent, ils ont été en mesure de lire à livre ouvert dans les informations militaires allemandes. Ça a été quelque chose de capital pour la suite de la guerre. Mais à partir du moment où ils avaient accès aux informations confidentielles allemandes, ils étaient forcés de ne tenir compte que d'une toute petite partie de ces informations, parce que s'ils avaient tenu compte de trop d'informations, ils auraient créé un soupçon dans l'esprit des Allemands qui auraient compris que quelqu'un avait, en quelque sorte, percé leur code, et probablement les Allemands, à ce stage-là, auraient modifié le fonctionnement de la machine Enigma. Donc, il est vrai que les Alliés ont, par exemple, laissé opérer des bombardements de certaines cibles alliées par les Allemands pour donner aux Allemands le sentiment qu'ils n'arrivaient pas à savoir, à être au courant de leur projet militaire. Mais nous sommes, dans le cas de la déportation des Juifs hongrois, nous sommes tout à fait à la fin de la guerre. Nous sommes à un moment où les Allemands sont aux abois. Nous sommes à un moment où Berlin est rasé de la carte, où Munich est rasé de la carte, où Hambourg est rasé de la carte, où la Ruhr est rasée de la carte, où Dresde va être sous peu rasé de la carte, mais on ne bombarde pas les voies d'accès à Auschwitz. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et encore une fois, ça, nous ne l'oublierons
jamais, de même qu'on n'oubliera jamais, qu'on ne pardonnera jamais ce que les nazis ont fait, on n'oubliera jamais ce que les grandes puissances du monde ont fait à ce moment-là. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup pour vos réponses et pour votre témoignage très enrichissant. On va devoir mettre fin au Zoom. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, je vous entends. J'ai été très ému ce soir de pouvoir vous parler comme je viens de le faire. Je vais terminer par un dernier souvenir. Avant que le mémorial de la Shoah n'existe à Paris, les anciens déportés se retrouvaient chaque année au Père-Lachaise, où on avait les survivants des différents camps avaient fait quelques petits monuments en souvenir de la déportation. Je parle là des années 50, du début des années 50. Et dès que j'ai eu l'âge de raison, mon père m'a emmené à ces cérémonies. Et le souvenir d'Auschwitz était commémoré au Père-Lachaise, il l'est toujours, par une statue étrange. C'était une sorte de forme humaine, mais il y avait une forme humaine, mais on ne voyait pas le visage. On voyait que c'était un être humain, mais on n'avait pas de tête en quelque sorte. En tout cas, pas de visage. Et je demande à mon père, dis papa, pourquoi la statue, ils lui ont pas fait de visage? Et mon père m'a répondu, parce qu'à Auschwitz, nous n'avions plus de visage. Alors, je voudrais simplement vous dire, je suis en face de vous, j'ai des lunettes, vous voyez mes yeux n'ont pas vu la Shoah, Baruch Hashem. Mes yeux ont vu, Baruch Hashem, à nouveau, mon père qui, lui, a vu la Shoah, mais qui, miraculeusement, a pu survivre et donc témoigner. Et donc, mon père m'a dit qu'à Auschwitz, on n'avait plus de visage. Et moi, je me tourne vers vous pour vous dire, j'ai vu les hommes qui n'avaient pas eu de visage à Auschwitz. J'ai vu comment ils ont retrouvé un visage après Auschwitz. Vous voyez le visage de quelqu'un qui a vu le visage des hommes qui n'avaient pas de visage, des hommes et des femmes qui n'avaient pas de visage à Auschwitz. Sachez que c'est une tradition directe, exactement comme nous célébrons le Seder de Pâques en sachant que nos parents l'ont célébré avant nous et avant eux leurs parents et leurs parents et les parents des parents de nos parents avant, et que ainsi nous remontons directement à la sortie d'Égypte où il y a eu des témoins oculaires de la sortie d'Égypte, des plaies d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge. De la même manière, nous devons transmettre maintenant directement de personne vivante à personne vivante le souvenir de ce qui s'est passé et le souvenir de la fidélité des Juifs à la Torah et à eux-mêmes en dépit de ces choses qui dépassent l'imagination humaine. Merci de votre attention, merci de m'avoir donné la possibilité de partager cela avec vous ce soir. Merci beaucoup encore une fois. Bon, attends. On quitte. Alors,